Salut à toi, abondante Cassandre. Oh, excusez-moi. Wayne, je suis très heureuse de pouvoir te présenter à mon père, Monsieur Wong. Monsieur, ravi de faire votre connaissance, Wayne Campbell. 定喺度啊，定所謂黃。啊，佢啲廣東話都唔錯噶，唔好客氣啦，叫我 Jeff。Hunting 貓 ，Jeff。永，我哋唔好講廢話啦，係嘛？好老實同你講，我怕你陪我個女唔起啊，因為你係懵查查咁樣嘅。阿爹唔好啦。唔好嘈，大人講。聽頭邊 ，Jeff，未定未買咗自練。啊，你咁樣啊？你咁大膽同我講係咪？你想死啦係嘛？定係送你去見閻羅王啊？既然喺我嗰度係拜技我，嘅天所付飛贏。Très bien. Si telle est la coutume de ton pays, prépare-toi à mourir. Ah. Je connais cette attitude d'animaux traditionnels. Le cerf, le cheval, le tigre, la chauve-souris, le rat, le singe, le Beatles. À présent, à nous deux, vieillards.呢啲就係你嘅 nuts 啊！C'est pas trop mal, mais qu'est-ce que tu vois avec un sabre? Oh non! Wayne! But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 29. Cette semaine, émission Résistance, violence et apprentissage. On retourne explorer la fabuleuse production de l'ancienne colonie britannique qui nous manque cruellement. On se ferait fleur de manioc pour être avec elle, on serait dieu des bambous pour ses films doux. On a envie qu'ils nous rendent fous. From Hong Kong with Love. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, pardon, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être reconnu grâce à la citation de cette chanson Sayonara, Monsieur Kung Fu, chantée par Manon dans les années 80, reprise du tube Japanese Boy. Donc, nous allons parler ce soir d'un programme exclusivement hongkongais, donc qui va se dérouler de 1979 jusqu'à 1994. Donc, nous allons parler de 3 films qui viennent de ressortir en DVD et Blu-ray chez Spectrum Film. Tout d'abord, Burning Paradise de Ringo Lam, donc de 1994. Ensuite, Painted Faces de Alex Lowe de 1988. Et enfin, Hot Couple de Locke Carwing de 1979. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Et à ma droite, donc, il y a le docteur Erwan. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Justine n'est pas des nôtres ce soir, car, comme elle l'a dit lui-même, elle n'aime pas Hong Kong et elle est pro-chinoise. Mais donc, elle reviendra la semaine prochaine pour parler donc d'un programme peut-être plus occidentalo-centré. Nous verrons ça. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir, Valentin. Bonsoir. Donc voilà, avant de passer à la section critique de cette émission, nous allons faire les agendas. Un saut de merde, docteur.
il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Ça te fait toujours rire. toujours. Donc voilà, les agendas local pour commencer demain au Tambour sur le campus de Rennes 2, soirée Tendre l'oreille, avec à 18h le film sombre de Philippe Grandrieux, si vous aimez vraiment bien déconner. Et à 20h30, il y a le film de Robert Altman, son western John McCabe avec Warren Beatty. Magnifique. Voilà, effectivement. Très belle photo de Vilmos Zsigmond. Ouf, là oui. Sinon, continue au TNB, ça a commencé hier soir, leur festival Sino Ciné. Donc hier, c'était A Touch of Zen de King Hu qui est passé. Et donc demain, il y aura Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Jeudi, il y a La Fureur de Vaincre avec Bruce Lee. Et vendredi, il y a The Grandmaster de Wong Kar-wai. Donc voilà, plutôt des très beaux films. Si vous avez le bonheur de pouvoir les revoir en salle, précipitez-vous. Sinon, dans les sorties nationales, il est disponible depuis ce week-end sur Netflix et nous en parlerons la semaine prochaine, le nouveau film de Richard Linklater, Apollo 10 and a Half, A Space Age Childhood. Donc voilà, un film d'animation, donc qui est son nouveau film qui est sorti un peu comme ça avec une promo pas terrible, mais en tout cas on est assez client du cinéma de Richard Linklater ici, donc nous en parlerons la semaine prochaine. Sinon, dans les salles, il y a plusieurs films qui vont pas forcément nous intéresser, mais certains peut-être. Il y a le nouveau film d'horreur espagnol de Paco Plaza, Abuela, avec une vieille qui fait peur. Avec une vieille... Je veux pas aller voir ça, ouais. moi j'ai peur des vieilles qui font peur au cinéma. En plus, celle-là, elle a l'air quand même bien flippante. Elle met genre des doigts dans la bouche des gens. Non, t'es pas... Non. Je suis tenté, mais ça a l'air pas mal parce que moi ça marche super bien avec moi. Visiblement ça marche déjà. Les grands-mères qui font peur, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit non, tout ce que j'aime pas aussi dans le cinéma d'horreur. Les vieilles. Des mamies qui font peur. Voilà, sinon il y a le nouveau long-métrage de Fabrice Duvels, Inexorable, avec Benoît Poulvorde qui sort. Voilà, un film fondamental, comme dirait Fabrice lui-même. Bon, il a un peu perdu son mojo quand même depuis pas mal d'années, Duvels. Ça, c'est plus, ça a l'air de thriller psychologique. Bon, faut à voir. Sinon, il y a le nouveau long-métrage de Benoît Delépine et Gustave de Kerverne en même temps qui sort avec Vincent Macaigne et Jonathan Cohen. Donc pourquoi pas. C'est plutôt un bon film sort 3 avec Delépine et Kerverne, mais il y a toujours des choses à prendre dedans quand même. Et sinon, parce que je sais que vous êtes des humanistes, il y a demain donc le 3e épisode de la trilogie Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron. Il y en a 3. Oui, exactement. Il devait sortir normalement... D'après les trucs sur les bus, c'est le meilleur des 3. Ah bah j'espère bien. Le tout meilleur de la trilogie. J'espère bien. À la base, il devait sortir au mois de janvier, puis le film a déjà été repoussé plusieurs fois, mais en plus, ils avaient un de leurs acteurs principaux qui a plusieurs plaintes pour viol au cul. Donc, du coup, ils se sont dit que laisser passer un petit peu la tempête de caca et laisser Claude Lelouch sortir son film avec lui d'abord, donc Harry arbitant, voilà, histoire de... Et donc ils le sortent maintenant. Moi j'étais un peu déçu. Pas oublier qu'il habite. Oui, voilà, mais moi j'étais un peu déçu parce que je me suis quand même tapé les 2 premiers au mois de décembre, histoire d'être un peu à la page pour le 3e, et là j'ai peur d'avoir oublié un petit peu tous les tenants et les aboutissants de l'intrigue. T'es parti un peu trop tôt. Et oui, c'est ça, exactement. On va dire que c'est une éjaculation cinéphile précoce. C'est ça. Sinon, quand même, news, mais plus Rest in Peace, parce qu'on parle de film de pif paf et tout ça tout à l'heure. L'acteur Jimmy Wang Yu, on a appris son décès donc aujourd'hui, l'âge de 80 ans. Respect. La guillotine volante, tout ça, voilà. Grand bonhomme. C'est pas comme ça qu'il est mort. Hein. Non. Précisons, il est pas mort d'un coup de guillotine volante. Dommage, ça aurait été un peu cool, quoi. Ah non, puis c'était un vétéran, lui, ouais. C'était un vieux de la vieille, quoi. Vraiment un des tout premiers de la Shaw Brothers et tout. Et qui est un acteur super culoreux. Faut absolument revoir Le Dieu de la guerre. Super film western, kung fu western avec des méchants japonais et tout. C'est un super film. Donc voilà, puis donc sinon j'en ai parlé tout à l'heure avec Thibaut, mais aujourd'hui marque donc les 18 ans de la mort de Kurt Cobain. Donc voilà, tous les jeunes adolescents y repensent encore. C'est extra cinéma, mais il y a quand même eu des bons films sur Kurt aussi. Oui. Évidemment, on pense à lui en cette journée anniversaire tristement tragique. Voilà. C'est là qu'on voit que c'est vachement injuste, parce que qui se souvient de la date de la mort de Jim Morrison aujourd'hui, quoi. Et voilà. Je sais pas. Au tempora, au mores. De toute façon, moi j'ai toujours préféré Nirvana aux Doors, donc ça me... Ouais. Pareil. Et ouais. Et toc. Mais c'est normal, tu es une jeune pousse, c'est pour ça. Il a le même âge que toi, attends. Les Doors, ils n'ont pas sorti une utero. Voilà. Ni Nevermind.
Techniquement, ils ont dû sortir d'un in-utero, je pense, normalement. Oui, normalement. Si vous voulez qu'on chipote. Donc voilà, on va passer à la section critique de cette émission. On va partir vers un temple, un temple maudit, je pense qu'on peut le dire. Un temple maudit, on peut le dire, effectivement. Et donc on écoute tout de suite parler de brûler. En attendant Godard sur celui-là, et donc c'était Fugazi avec Burning 2 et de Burning. Il va en être question dès à présent avec le film dont nous allons parler. Donc le premier des 3 films Made in Hong Kong au programme ce soir. Donc là, on va aller dans le sens inverse, antichronologique, avec le film le plus récent qui est donc Burning Paradise, qui est aussi connu sous le nom de la secte... le temple... du Lotus Rouge, pardon. Donc, non, pas la secte du Lotus Blanc. Oui, voilà, je confonds les deux. Donc, film de Ringo Lam de 1994, qui est son avant-dernier film avant qu'il ne débute son expérience américaine. Il fera un film l'année d'après qui est The Adventurers, qui avait déjà une vocation internationale, entre guillemets, parce que l'action se passait en partie sur le territoire américain, mettant évidemment en vedette l'immense star Chow Yun-fat, qu'on retrouvait déjà dans le film précédent Le Temple du Lotus Rouge, donc de Ringo Lam dans Full Contact, mais dans un tout autre genre. Donc Ringo Lam, on a déjà parlé notamment l'année dernière quand chez Spectrum Film était ressorti son Full Alert, et Ringo Lam c'est plutôt quand même un metteur en scène qui est spécialisé dans les films urbains ou bien dans les polars, que ce soit dans sa série de films des On Fire, donc Prison on Fire, School on Fire et City on Fire, et mais avec aussi d'autres films qu'il a fait entre les deux. Donc vraiment quelque chose de plus réaliste, de beaucoup plus urbain, de beaucoup plus dur que beaucoup de ses camarades. Sachant qu'il a quand même fait de la comédie. Oui. Quand même, quand il était dans la première partie de sa carrière. Comme beaucoup de réals hongkongais dans les années 80, comme John Woo, comme Choi Ark, il est passé par la comédie avec notamment les Mad Mission. Il a fait le 4, lui, si je ne m'abuse. Il a fait aussi Ringo Lam a fait le 3. Le point de non-retour aussi. Qui n'a aucun rapport avec le film de John Boorman. Non, aucun. Et donc là, en l'occurrence, Le Temple du Lotus Rouge, donc Burning Paradise, c'est son seul et unique film en costume, comme on dit, son film d'époque. On pourrait presque dire, et qui donc sur un argument scénaristique où donc il y a les moines Shaolin, les arts martiaux ont quand même plus ou moins été bannis du royaume, et il y a une secte de gros bâtards. Des putains de Mandchous. Des putains de Mandchous qui sont quand même souvent des gros bâtards. Tu sais comment je l'appelais le méchant pendant tout le film ? Docteur Full Mandchou. Ah, pas mal ça, Full Mandchou, c'est pas mal. Tellement il est Mandchou. Tellement il est vraiment Mandchou. Le ricanement Mandchou, le petit ongle, tout ça, il est génial, le méchant. Qui donc tracte un maître et son disciple qui vont se réfugier dans une petite baraque toute pourrie où se cache une jeune fille. Évidemment, ça va mal se passer. Ils vont être capturés ainsi que plein de leurs petits camarades pour être enfermés dans le temple du Lotus Rouge où là va se passer monts et merveilles, mais surtout beaucoup de malheur. Un temple avec beaucoup de trappes, beaucoup de pièges. Deux méchants, quand même très très méchants, mais qui savent tous très bien se battre. Qui pose une question, mais à quoi servait le temple au départ ? C'est-à-dire, quel intérêt, on dirait une mine. Voilà, mais quel intérêt de construire un temple avec des pièges partout, quoi. Voilà. Enfin, c'est censé être un temple, tu veux. Pour que ce soit ludique, pour que les mecs qui se mystérieux, pas quand ils prient, c'est très mystérieux. Donc, dans lequel on va aussi croiser évidemment une palanquée de personnages absolument magnifiques, notamment des personnages de femmes embauchées dans la secte pour aller faire on ne sait quoi, notamment pour aller tabasser les gens, mais aussi pour aller soulager les désirs de ces messieurs, et donc notamment évidemment du maître Fu Manchu. Et donc avec ça, Ringo Lam quand même se donne à cœur joie. On voit qu'il est quand même assez influencé par le Wuxapia post Choi Ark qui avait remis au goût du jour le genre au début des années 90 avec sa série Il était une fois en Chine, et qui peu de temps après avait travaillé avec Ringo Lam sur un film avec Jackie Chan qu'ils avaient commis en scène, qui était Double Dragon. Super film. Qui n'est le meilleur film de personne, mais qui est un film excessivement sympathique. Carrément. Dans lequel Jackie Chan joue un double rôle. Il joue deux frères jumeaux qui ont été séparés à la naissance. Il y en a un qui est devenu un voyou et l'autre est devenu un pianiste hors pair absolument merveilleux. Mais ils font tous les deux super bien du kung fu. Voilà, exactement, évidemment, parce que vous savez bien que la musique c'est comme la bagarre, tout ça, ça se rejoint un peu. Donc voilà, Ringo Lam et Choi Ark avaient travaillé ensemble, et c'est vrai que dans ce film-là, comme beaucoup de films de l'époque, notamment je pense au film de Yuen Woo-ping, Iron Monkey, à la fois en termes de photos, pas forcément en termes de personnages, mais en termes
de vision de l'action et de vision de la violence dans le cadre du film de Sabre, ils partagent quand même pas mal de similitudes, même s'il y a à côté quand même dans le cinéma de Ringolam qui est beaucoup plus sadique, beaucoup plus violent et avec vraiment c'est vraiment un pur film d'aventure, en même temps mêlé à un genre de jeu de massacre vraiment dégueulasse, parce qu'il y a quand même des morts qui sont bien crassous. Des gens qui crament, des gens qui sont coupés en deux. Des gens qui perdent des membres, qui sont arrachés. Et je trouve que, moi je l'avais pas revu depuis longtemps, il était sorti il y a une quinzaine d'années chez HK Vidéo. Et là, effectivement, de le revoir en plus dans une très très belle copie, j'ai repris un panard absolument monstrueux de revoir ça et de voir à quel point un Ringolam, en fait, peu importe les genres dans lesquels il pouvait s'investir, il le fait absolument, je trouve, avec une maestria visuelle et un sens du découpage absolument estomacant. Donc Docteur. Pas grand chose à dire de plus. Moi je trouve qu'il s'en sort très bien pour quelqu'un qui a pas fait de Wuxiapian du tout, avec un casting qui est pas si connu que ça, où il n'y a pas de grosses stars, il n'y a pas de grosses vedettes comme dans les films de Treyarch, mais par contre tout le monde est très bien. Tout le monde est très bien, et alors c'est marrant parce qu'il y a quand même dans le scénario notamment, tu retrouves quand même la patte, moi je trouve, de Treyarch, parce que t'as tout le Ratassou, c'est vraiment la période, les années 93, c'est la même période que Green Snake, que The Blade et tout ça, et il y a des traces en fait, ça se passe dans une espèce de Moyen-Âge un peu bizarre, un peu terreux, voilà, qui est un peu à la The Blade. On retrouve le goût des trucs très BDS, que les armes, les armes à distance, les costumes. Visuellement, ça m'a fait penser à un film que fera un peu plus tard Treyarch, qui est son Seven Swords. Carrément. Où il y a vraiment des vraies idées visuelles qui se rejoignent, des grosses masses d'armes, voilà, exactement, des méchants très pulp en fait. Très marqué, puis le côté piège, quoi. Le côté piège dans le château et tout ça, là, qui fait très serial, quoi, en fait, quoi. Et il y a ça, et puis il y a tout ce truc, moi, que j'ai toujours bien aimé chez Arc, qui est mais que probablement partage Ringolam, qui est cette espèce de critique, en fait, de l'hypocrisie religieuse, qui est vraiment un truc, moi, qui m'a toujours semblé très important chez lui. Très important dans Green Snake notamment. Et dans Il était une fois en Chine 2. Ouais, et Il était une fois en Chine 2, le côté où les moines Shaolin sont présentés comme des espèces d'imposteurs, et c'est très visible avec l'oncle au début, mais c'est très drôle aussi, parce qu'il y a des espèces parce que ça ressort comique. Voilà, parce que ça ressort comique, la concupiscence des moines, le côté vraiment pervers des mecs. Les mecs qui sont bien en manque, voilà. Et alors faut dire que c'est quand même qui font paf. Faut dire que c'est une aventure d'un héros qui est assez connu, qui est Fong Sayuk, qui a été interprété notamment par Jet Li, dans un diptyque de Corée Yuan, je crois. Il y en a 3 même, je crois. Il y en a peut-être même 3, ouais. Enfin, moi, donc c'est totalement. Parce que de toute façon, ça participe à dans le cinéma de Hong Kong, de toute façon, de reprendre des figures classiques qui sont plusieurs fois. Exactement. Ip Man, par exemple, il y a eu quand même une palanquée de films de lui. Shaolin, pareil, une thématique qui a été. Hong Feong aussi, il y a eu plusieurs variations. Mais je trouve avec effectivement quelque chose qui effectivement là par contre appartient vraiment à Ringolam, qui est cette espèce de rugosité que moi j'aime beaucoup chez lui, et qui est que quand on fait du gore, on fait du gore. Quand on coupe un bras, on voit le bras coupé, et ça saigne. On n'est pas là pour plaisanter. Donc c'est très virevoltant comme tout ce qu'on attend d'un film de kung-fu, enfin d'un film d'un Wuxiapian des années 90. Des combats câblés, notamment, qui commencent à être vraiment impressionnants. Mais avec quand même ce côté, cette espèce de côté presque sadique en fait, qui est assez propre à Ringolam, et même cette espèce de noirceur. Moi, je pense notamment au portrait du méchant, parce que j'avais l'air de m'en moquer. Mais le méchant est vachement bien, moi je trouve. Le méchant est vraiment, il est vraiment horrible, quoi. C'est vraiment méchant. C'est vraiment un sale putain de type, quoi. Et il y a une scène où il coupe la tête d'une servante là, et où il fait une espèce de speech là. On se dit oh là là, la pauvre cocotte, parce qu'il y a la copine de Fong Sayuk qui est là, et ma pauvre Tao, qui est coincée là, et qui doit devenir sa promise. Enfin voilà. Et on se dit mon Dieu, mais chez qui t'es tombé? Et là toute cette scène où justement où comment dire, il faut en plus il est bien sadique, parce qu'il faut que les femmes aient peur pour que lui puisse bander, quoi. Donc il y a toute une espèce de truc sur la perversion masculine. Enfin moi j'ai trouvé qui est assez cash quand même dans le film, et une double domination. Ouais, voilà, c'est bien, le méchant est bien taré. Voilà, il est bien taré. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu pas juste un méchant ricanant, mais un méchant qui est bien, un méchant qui fait peur. Ouais, qui est moitié flippant quand même, quoi. Même s'il est un peu cartoonesque, mais qui est quand même moitié flippant, moi je trouve. Ouais.
Carrément fleuré. Oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit, il y a quelques années, me semble-t-il, je parlais d'un film de Bud Pottinger, je crois, qui était sorti chez Sidonis, me semble-t-il. Qui était sorti il y a 2-3 ans. Et j'avais parlé de film Playmobil, où en gros, le scénario est ultra épuré, on va marcher limite par concept, et tout va se régler par de l'action, par de l'humour, par niveau de jeu vidéo en fait. Voilà. L'impression que et c'est en fait, un jeu de ici plateforme. c'est exactement le cas. C'est un plaisir qui est absolument pas possible parce qu'il y a de tout en fait dans ce film-là. En effet, il y a un méchant qui est super super méchant. T'as un gentil qui est super super gentil. Il y a des sentiments, il y a de la baston. La comédie est pas mal, moi je trouve. La comédie est plutôt bien tenue en effet. Avec le vieux sage dans le puits, moi j'aime bien le vieux Et sage. puis il y a ce côté avec avec cet espace du temple là en fait qui fonctionne comme un espace limite jeu de plateforme vidéoludique, donc c'est assez surprenant de voir ça dans les années et qui est presque 90. un espace surnaturel parce que le méchant dit qu'il peut pas sortir du temple. Non. Alors c'est jamais trop expliqué, mais il y a comme une espèce de malédiction en fait quasiment dans ce temple. Mais du coup le temple, il y a des hors-champs, du coup il y a un hors-champ qui est absolument fantastique à ce niveau-là, et du coup on découvre un monde qui est beaucoup plus large qu'on veut bien le croire au début. Et puis voilà, il y a cette espèce de cruauté. C'est un temple qui est quand même gigantesque, parce qu'on arrive relativement vite dedans au bout de 10 minutes à peu près. Et c'est vrai que c'est un temple qui est genre un temple de taille normale et qui en fait est un truc qui est hyper tentaculaire, c'est gigantesque. Et à ce niveau-là, c'est super parce qu'on a vraiment plaisir déjà à avoir des super méga bastons. Des chevaux terrifiés. Quand il faut exploser les trucs dans les plans extérieurs, la réaction des chevaux, des pauvres bêtes, quoi. Et puis même l'entrée dans le temple, elle est incroyable avec ses amorces de plans sur les mains. Il y a un côté limite proto-film d'horreur. Enfin, même avec la réaction du super méchant là qui arrive pas à arriver à la jouissance là. Tu dis voilà, il y a des images de films d'horreur qui nous viennent en tête. Du coup, Ringolam mixe tout ça. Et puis il y a des beaux sentiments parce qu'il y a une belle histoire d'amour et tout. Enfin, à la fin, ça se finit bien, c'est super. Pas pour tous, hein, parce qu'il a quand même qui se fait dézinguer salement. Le héros et l'héroïne, on va dire ça comme ça. Et il y a des vrais beaux sentiments. La comédie, on l'a dit, marche plutôt bien, même si elle est un peu bas de ceinture, mais globalement ça marche. Attends, on va parler de The Hot Couple tout à l'heure. Non, c'est plutôt. Oui, ouais. C'est plutôt le haut niveau. Là, du coup, tu as une espèce de superbe packaging de films d'action qui est hyper bien tenu, ou avec plein de belles choses en fait. Et du coup, c'est un plaisir, c'est un plaisir absolu. Et en même temps, qui n'est pas si creux que ça, même si le scénario est très très épuré. Mais comme tu le dis, le doc. Le film n'est pas, il est épuré, mais il n'est pas creux parce que ça marche en effet. Il y a des rapports de domination qui sont très intéressants. Cette scène-là où les courtisanes doivent avoir peur pour qu'il arrive à la jouissance, là, c'est terrible comme film. Et en fait, Ringolam, avec très peu, arrive à dire énormément de choses. Donc derrière, en fait, le divertissement hyper maîtrisé, il y a quelque chose. Il y a un discours de Ringolam sur le monde, notamment sur le monde masculin, qui en plus fait le tout fait que c'est un énorme plaisir à voir, et en même temps c'est ultra stimulant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque nouveau Ringolam que je vois, parce qu'en fait j'ai rematé un peu sa filmo, parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai vu alors moi, du coup, alors j'ai dû en voir à peu près une dizaine sur 26. Et en fait, à chaque fois que j'en vois un, c'est là à quel point je me dis, mais c'est vraiment sans doute l'un des mecs les plus cohérents en termes de style du cinéma de Hong Kong des années 80-90. Parce que même les films des années 2000, genre Victime, sa partie pour Triangle, tout ça, même plus tard, en fait, ça reste assez cohérent, en fait, quoi. Cette espèce de côté, effectivement, rugueux, quoi. Je sais pas comment dire ça. Même dans les films qu'il a fait avec Van Damme, quand tu vois In Hell, Replicant, il y a quand même une vraie cohérence de style, et c'est un des rares qui a pas réussi à ne pas le perdre en allant tourner pour les ricains, parce que soit ils deviennent un peu des parodies comme John Woo quand il fait un truc comme Paycheck ou même Volte-Face, qui est un film que j'aime bien mais qui est vraiment le côté grandiloquent, ultra exagéré. Mission Impossible 2 oui, c'est clairement pas son meilleur film. Et puis même Choi, qui était quand même le patron quand il fait ses deux films avec Van Damme. Bon, j'aime beaucoup Piège à Hong Kong. On est à la limite de la parodie. C'est ça. Piège à Hong Kong, c'est une parodie. Les Pièges à Hong Kong, c'est quand même mortel. Ah oui, c'est super. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est probablement ce que Van Damme a fait de mieux. Ah oui, c'est dans son top 3. Je trouve. Mais bon, voilà. Mais ça reste, voilà. On sent bien que même le réalisateur prend pas ça très au sérieux. Tu vois, c'est pas The Blade, quoi. Voilà, alors que là, quand c'est comique, c'est ça qui est bien, c'est que quand c'est comique,
Et quand c'est pas marrant, c'est pas marrant, quoi. Voilà, il y a c'est pas cruel, en fait. Et en fait, c'est vraiment une espèce de changement de rupture de ton avec très forte et très marquée. Avec ce côté un petit peu, effectivement, espèce de sadisme, un petit quelque part qui se rapproche un peu du cinéma italien, en fait, à certains moments, je trouve, avec du péplum, en fait, vous voyez, ou de ce genre de film-là, avec ce côté, voilà, les mecs qui tombent sur des pics, ils se font mal, à un moment donné, les mecs qui crament, les mecs qui tombent des ponts, enfin. Il y a plein de moines qui sont enfermés dans une grille sur lesquelles les mecs passent et puis il y a un mur qui va se rapprocher pour les buter et des mecs qui se font empaler à tir-larigot. Il y a un petit côté Indiana Jones, c'est le temple maudit. C'est complètement. Il manque plus que les gâteaux secs et c'est bon. De Spielberg. C'est vrai que ça manque d'insectes un peu. Et il y a aussi le personnage féminin, on va dire méchant, on va dire là, elle est ultra charismatique. La méchante qui a de l'honneur. Parce que ça, j'aime bien, moi, les personnages, c'est la méchante mais qui a de l'honneur. Mais elle est ultra charismatique avec son bandeau qui lui masque le visage. Magnifique. Elle est super. Ouais, puis il y a l'espèce de crypte aussi avec les femmes momifiées. Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments ça penche à moitié dans le film d'épouvante en fait, dans le film de serial killer en fait. Et ça c'est toujours aussi bluffant en fait de voir Hong Kong comment est-ce qu'il brasse en fait. Et puis, il passe d'un truc à un autre. Et c'est hyper cohérent à la fin. Même dans le film d'action parce que ça mêle à la fois du wuxia-pian et puis du kung-fu pian, donc on aura quand même beaucoup de combats à main nue qui sont des trucs que j'adore, où vraiment les mecs c'est des purs tataneurs, alors que comme tu disais Doc, c'est quand même plutôt c'est pas des vedettes, c'est des acteurs qu'on n'a pas beaucoup vus en premier rôle justement, et qui se déroulent tous hyper bien. Ils sont très très bien, mais j'aime bien les deux frères ennemis justement, la grue et le tigre, voilà, qui sont alors, en plus deux styles de combat. Pour peu qu'on aime bien en plus le kung-fu style Shaolin, alors là vous avez des belles démonstrations de style de la grue, de style du tigre. Si, où c'est vraiment c'est très bien, puis c'est plutôt bien filmé. Moi je trouve que Ringo Lam se débrouille bien en fait avec ses. Alors c'est peut-être son directeur de seconde équipe aussi, sans doute son chorégraphe aussi qui participe pas mal. C'est pas Ben Whooping, c'est un mec que je connais pas, moi, son chorégraphe, mais qui je trouve fait quelque chose de bien. Justement quelque chose d'un peu plus à la fois d'un peu brut, plus brut, et en même temps tout ça dans un espèce de cadre qui rappelle un peu Close of Steel aussi. Mais c'est-à-dire les moments, les moments où ça devient un peu taré en fait, où ça devient un peu psychotronique quoi, voilà, dans les années 90 où il se laisse aller à des trucs un peu baroques en fait quoi. Et je trouve qu'il arrive bien à tenir son équilibre entre les deux, je trouve. Donc voilà, c'est Burning Paradise donc de Ringo Lam qui ressort dans une très belle édition chez Spectrum Film, et on va continuer avec ce merveilleux éditeur de belles choses, de films hongkongais notamment, parce que c'est une spéciale ce soir, et on va passer à un tout autre genre de film sur quelqu'un qui peint son chef-d'œuvre. En attendant Godard sur Syllab, et donc ça faisait longtemps, c'était Bob Dylan avec When I Paint My Masterpiece. Je connais pas ce chanteur. Je sais pas qui c'est. Il chante, c'est un nouveau, non? Ouais, c'est pas mal, c'est un petit jeune qui n'en veut, c'est plutôt prometteur. Il est trouvé à The Voice ou... C'est un peu le nouveau Ed Sheeran. D'accord. Voilà, c'est pas mal, je vous recommande. Et donc de gens qui peignent leur chef-d'œuvre, nous allons parler maintenant de Painted Faces de Alex Law, film de 1988, donc film hongkongais, toujours édité dans une belle édition par Spectrum Film, et qui donc est là, est based on a true story. Donc ça se passe dans les années 60 où Maître Yu est le directeur de l'Académie d'études du théâtre chinois, donc la Peking Opera School, donc à Hong Kong, donc qui n'est pas une des écoles officielles de l'opéra de Pékin, mais qui est donc un peu une genre de variation à Hong Kong. Et Maître Yu a notamment eu la spécificité d'avoir éduqué donc à tout l'art du théâtre chinois, donc la danse, le combat, la comédie, le chant, ce qu'on aura appelé les 7 petites fortunes, dont notamment les 4 plus connus sont Sammo Hung, Jackie Chan, Corey Yuen et puis Yuen Biao, qui feront beaucoup de films ensemble par la suite. Et donc c'est une école où ils sont tous arrivés assez jeunes, entre 5 et 6 ans. Un des premiers pensionnaires, on va dire, de cette école a été Sammo Hung quand il avait 7 ans, si je ne m'abuse, et 1 ou 2 ans après arrive le petit Jackie Chan. Et donc ce film, dont le rôle principal donc, de Maître Yu est interprété par Sammo Hung lui-même, donc, qui donc, a été l'élève de Maître Yu, va donc jouer le rôle de son Saifu, prodiguant ses leçons à un petit Sammo Hung. On le reconnaît évidemment, c'est le petit gros de la troupe, puisque donc Sammo Hung, comparé à beaucoup de ses petits camarades, est quelqu'un de plutôt ventripotent, comme on dit, sauf que en fait non. Sauf que quand même étonnamment ultra souple pour un gros. Putain.
Et donc on va revenir sur le film aussi sur Sammo, qui est quand même une des figures majeures du cinéma de Hong Kong, du cinéma d'action de manière générale, et sur ce film là aussi pour lequel Sammo avait reçu plusieurs prix justement lors de festivals à Hong Kong, parce que c'est un de ses vrais seuls rôles vraiment dramatique, on va dire. Et il est très bien. Et il est effectivement très bien dedans. Il est tout en retenue, alors que souvent dans les films d'action qu'il faisait, il a quand même, c'est aussi le genre qui voulait ça, plutôt tendance à en faire des caisses en termes de jeu et en termes de violence aussi. Et donc, pourquoi est-ce que cette école a été importante? Donc, non seulement parce qu'elle a formé certaines des plus grandes stars du cinéma de Hong Kong, mais aussi parce qu'elle marque la fin de tout un genre qui était l'importance et l'influence du théâtre chinois sur la péninsule de Hong Kong, parce que donc l'école ferme au milieu des années 70, et Maître Yu, en fait, voyant quand même son art en train de se perdre, va pousser ses jeunes élèves, plutôt que d'aller donc vers le théâtre traditionnel, à passer le pas pour aller vers le cinéma, qui est pourtant un art qu'il n'estime pas beaucoup, qu'il considère comme beaucoup moins intéressant et intelligent que donc le théâtre, mais donc par la force des choses, pour pouvoir travailler, pour que ces jeunes pousses aient du travail, justement, ils vont devoir commencer à travailler sur des films, à faire de la figuration, souvent dans des films de combat. D'ailleurs, je crois que dans A Touch of Zen, il y a un tout jeune Sammo Hung qui apparaît à la fin dans le rôle de l'un des combattants. Donc c'est au milieu des années 70 que tous les Jackie Chan, les Cura Yuen et compagnie vont commencer à faire des apparitions dans des films. Il y aura Jackie Chan notamment qui va apparaître aux côtés de Bruce Lee dans des grosses scènes de bagarre dans les années 70. Et donc ce film-là est assez étonnant pour beaucoup de ses participants, mais en tout cas qui est vraiment un très beau film qui raconte une partie de Hong Kong et on va dire de la création artistique à Hong Kong dans les années 60 qu'on a, je trouve, assez peu vu au cinéma. Peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas en termes de films qui ont pu parvenir jusqu'à nous au cours des 30 dernières années. C'est vrai que c'est un des rares exemples de ce film-là, et je trouve que c'est un très beau film à la fois parce que il plonge dans une époque assez particulière, notamment pour Sammo Hung, mais qui ne tombe jamais dans le travers de la nostalgie, mais qui est plutôt le symbole d'une époque en fait où Hong Kong est en plein bouleversement culturel, et ça marque un petit peu justement le pas de tous ces bouleversement culturel où c'est moins de 20 ans, donc avant évidemment la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, et ça commence déjà à montrer un peu en fait les soubresauts de la ville et comment est-ce que ça va changer finalement tout le paysage de Hong Kong même. Docteur. Oui, alors précisons peut-être que Alex Law, en fait, c'est d'ailleurs assez étonnant. C'est quelqu'un qui a très peu réalisé, qui a réalisé 3 films, et les 2 autres sont, je crois, des comédies. Mais qui est quelqu'un qui est plutôt scénariste, en fait. Alors, ça explique peut-être aussi pourquoi est-ce que l'histoire tient bien la route. Et la structure narrative en fait est assez solide en fait dans ce film-là. Parce qu'on va quand même passer presque 10 ans, voire un peu plus de 10 ans dans cette école avec ce professeur et avec ces élèves qui vont grandir. C'est assez marrant, bizarrement, j'ai pensé au Cercle des poètes disparus, qui me semble sort la même année. Le film de Peter Weir, c'est ça, c'est vraiment un film d'une part, c'est vraiment un véritable hommage extrêmement sincère rendu par Sammo Hung à la figure de son maître. Ce que moi j'ai trouvé assez touchant, parce que même si c'est pas aussi rare que ça que Hong Kong se fasse du cinéma qu'on pourrait qualifier de plus introspectif, puisque pareil, il y a Center Stage, il y a Rouge, mais c'est assez intéressant de voir quelqu'un qui est en fait de la génération de la nouvelle vague hongkongaise, qui est pas du tout un ancien en fait. D'ailleurs, il joue un petit rôle dans le film, c'est lui qui joue le fils du voisin, je crois, qui joue le fils du voisin tailleur, et donc en fait il y a vraiment c'est intéressant de voir justement quelqu'un qui est relativement jeune, et Sammo Hung qui est encore relativement jeune, s'intéresser justement à une période de Hong Kong justement qui est cette période de transition. Oui, parce qu'il a 35 ans à peu près quand il fait ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de forme de mélancolie, mais qui est pas liée que à la disparition d'ailleurs de l'opéra cantonais, qui est liée aussi à la disparition des bâtiments. Faut se souvenir que Hong Kong, c'est pas une ville
qui a une culture patrimoniale extrêmement développée. Et c'est une ville en fait où il y a plein de vieux bâtiments en fait qui ont été détruits au fur et à mesure pour construire des buildings. Vu que de toute façon l'île et puis la partie continentale est quand même pas très grande et il n'y a pas d'expansion possible, donc forcément le patrimoine est quand même très vite rasé. Les vieilles maisons. Mais c'est pas de toute façon, d'une manière générale, c'est dans la culture chinoise, hein, cette dimension patrimoniale, elle est en train a priori de naître là depuis quelques années, mais c'est quelque chose de très très rare. Hein, en dehors des temples. Même en Chine, même en Chine continentale, quoi. Et donc il y a cette espèce de mélancolie qui est une mélancolie assez, moi je trouve pas si éloignée que ça de celle de Anhui en fait, ou quelque part des premiers Wong Kar-wai, notamment de Astir's Goodbye, cette espèce de monde des années 60 un peu fantasmé, mais qui est franchement, je trouve, très bien mis en scène, avec notamment il y a quelques plans, moi j'ai trouvé vraiment bien, quoi. Enfin, c'est pas un film qui a été torché. Non. C'est un film où on sent qu'il y a du moyen, il y a du temps. C'est pas que un film de scénariste non plus. Non, c'est pas que un film de scénariste. Il y a des très belles scènes de danse comme ça, là, en plongée zénitale. Et il y a notamment un très très beau plan de changement de temporalité avec un panoramique à 360 degrés. Pour les voir grandir, correspond pas à une période à une autre. C'est super bien ça comme plan, et le film est vraiment moi j'ai été extrêmement surpris. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus académique, soit académique, soit d'un peu plus torché. Et je m'attendais pas, moi, à ce que ça soit aussi maîtrisé, en fait, parce que c'est son premier film en réalisateur. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi maîtrisé en termes de mise en scène. En plus, le perso de Maître Hu est quand même pas un personnage facile, parce que donc l'école de l'opéra chinois, c'est quand même quelque chose qui est très très dur. Et puis il cache pas ça, hein, il y avait beaucoup de sévices physiques, enfin ils sont pris des coups sur la gueule. Ils se prennent pas mal de tartes. Hein, même entre eux, en plus, vu qu'il y a une vraie compétition entre les différents élèves. Le petit Jackie Chan, c'était quand même, il se faisait bully par Sammo Hung pendant plusieurs années parce que c'était une vraie compétition. Et puis Jackie Chan était vraiment un tout petit bonhomme. Alors, et puis Sammo Hung, il avait déjà un peu plus de gouaille. Je me suis posé la question, du coup, c'est qui, parce que Gros Nez, je me demande qui c'est. Je crois que c'est lui Gros Nez. Hein, c'est Jackie Chan. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé son nom? C'est assez marrant, peut-être qu'il y a des histoires de droit. Peut-être qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser son nom, qu'ils ont pu l'utiliser que son, parce qu'ils utilisent sinon le prénom de Sammo, ils disent Sammo et puis Yuan, quoi, pour Yuan Peo. De toute façon, en fait, quand ils étaient à l'école, normalement, ils s'appelaient tous Yuan quelque chose. Et donc certains ont gardé leur nom d'école, on va dire, après, comme Corée Yuan ou comme Yuan Biao, mais certains après, ils ont américanisé ou un peu changé. Non mais je trouve que c'est un vrai film. Il y a une scène qui est vachement bien, par exemple. Et justement, c'est vraiment un film justement c'est un film de soudure, en fait, entre l'opéra chinois et le cinéma. Et ça rappelle d'où vient le cinéma d'arts martiaux. Donc, si vous connaissez pas le cinéma d'arts martiaux, je pense que c'est un film finalement qui est bien, parce que c'est un film qui est assez pédagogue, je trouve, sur la manière de montrer ça. Et en même temps, il y a aussi toute une part, notamment dans la deuxième partie du film, il y a vraiment un hommage, moi je trouve, rendu aux cascadeurs, qui sont des figures qui sont pas si représentées que ça en tant que personnages de fiction à l'intérieur du cinéma de Hong Kong. Et notamment, je trouve qu'une des plus belles scènes, c'est le climax du film, hein, c'est avec l'oncle qui est cascadeur dans les films, et qui arrive pas, qui vieillit en fait, et qui arrive plus à faire les cascades, et il y a un moment il se prend un coup sur la tête, et là il y a moi je trouve le plus beau plan du film, où il y a une espèce de toile tendue pour un spectacle d'ombre, et on voit une trace de sang en fait qui se dessine au fur et à mesure que le mec se relève, et en fait il a une espèce de crise de folie, et moi je trouve qu'elle est superbe, elle est vachement forte justement d'un point de vue émotif, parce que c'est aussi un hommage qui est rendu à ce corps de métier des cascadeurs, qui sont quand même des gens qui ont quand même, pour certains, payé de leur vie le divertissement des foules. Hong Kong à l'époque, c'était quand même parmi c'était vraiment les plus tarés, c'était les plus grands professionnels, et qui prenaient quand même, on voit bien sur plein de films qu'ils ont pu faire, même quand certains après sont partis en Australie par exemple faire The Man from Hong Kong, c'est vraiment des maboules, quoi. C'est vraiment, de toute façon, c'est une profession qui a jamais été reconnue à sa juste valeur. Et moi, c'est un des seuls films que je connaisse à Hong Kong qui parle de ce corps de métier là. Et moi, j'ai trouvé que c'est ça qui a vraiment emporté, c'est que moi j'ai trouvé que le film était ultra sincère, quoi, dans son propos, quoi. Et Sammo Hung est vraiment hyper respectueux, quoi. On sent bien que c'est important. On sent la défiance, c'est important respect vers l'ancêtre. Sans dissimuler la violence du mec, en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer comment est-ce qu'on a de l'empathie pour un personnage qui est quand même hyper dur avec ses élèves, quoi. Hyper dur, quoi. Ouais, on parle de retour des sévices
physique à l'école, on est encore loin. Ouais, on est loin. Hein. Ouais, on est loin. Ouais, on est loin. Mais vraiment super. Moi, j'ai une extrêmement belle découverte. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien que ça. En fait, et là, c'est un film dont je me souviendrai, quoi, parce que il est vraiment, je le conseille à tout le monde, quoi. Le Ringolam aussi, hein, voilà, mais Ringolam, je savais je savais ce que j'allais avoir. Mais dans un autre genre, effectivement, à la fois sur la transition donc, entre l'opéra classique et le monde du cinéma, et comment est-ce que un peu cette fusion des deux qui a priori pour le maître était antinomique, comment est-ce qu'elle arrive à quand même se greffer de manière assez harmonieuse. Et puis c'est toujours le même vieux thème de la tradition, de la modernité. Comment est-ce qu'on fait un équilibre ? En fait, comment est-ce qu'il ne faut pas rejeter l'une ou l'autre, mais comment il faut faire un équilibre entre les deux, quoi. En fait, d'apprendre à faire un équilibre entre les deux. Et il y a une scène, par exemple, de danse, où il y a les jeunes qui dansent sur de la musique occidentale, sur Apache, sur une reprise de Apache des Shadows. Les gars de l'école arrivent et ils commencent à faire des mouvements de cirque, en fait. Des mouvements d'opéra, en fait, en même temps que la danse. Et du coup, c'est marrant parce que ça ouvre ce que le film pourrait être aussi, c'est-à-dire une comédie musicale. Ça pourrait carrément être une comédie musicale, ce film-là. Ça aurait été intéressant. Il y a quand même 2 ou 3 séquences chantées. Ça aurait été... Et puis alors, faut quand même le dire, il y a quand même, c'est aussi un hommage gigantesque rendu à Chang Pei-Pei, qui est une de mes actrices favorites, et qui est belle comme tout là-dedans, et les scènes avec Sammo Hung sont avec Sammo Hung qui est tout timide et tout, qui est hyper maladroit. C'est vraiment Même en termes de comédie romantique, ça fonctionne bien en fait, et j'étais très content de revoir Chang Pei-Pei comme à chaque fois que je la vois. La beauté du cinéma du Hong Kong où on manie les genres et on les mêle avec une maestria. Donc c'était Painted Faces de Alex Lowe, film de 1988 avec Sammo Hung que l'on retrouve dans un film totalement différent, film de 1979, donc Hot Couple, réalisé par Lau Kar-wing, qui joue l'autre rôle principal aux côtés de Sammo Hung. Précisons que Lau Kar-wing est le petit frère de Liu Chia-liang. Voilà. Donc, quand même un des plus grands metteurs en scène de la oncle de Gordon Liu, du coup. Oui, une belle famille. Une belle dynastie. Et donc, de quoi que ça cause, donc, là, on est dans la stricte bagarre. Hein. Mais c'est comment j'appelle ça. Moi, j'appelle ça, c'est du kung-fu porn. C'est du kung-fu porn. Alors, ça parle baston sur baston sur baston. De Sammo Hung et de Lau Kar-wing qui sont les meilleurs combattants du monde, et en fait attends, précision, il y en a un qui est le meilleur combattant à l'épée, l'autre qui est le meilleur combattant à la lance. Et donc aucun n'arrive à battre l'autre, et donc il décide un jour pour savoir qui c'est le plus fort, on va prendre chacun un apprenti qui a pas envie de se battre, et on va les faire se foutre sur la gueule. Et l'apprenti de Lau Kar-wing est donc joué par Sammo Hung, et l'apprenti de Sammo Hung par Lau Kar-wing. Donc comme ça les deux jouent 2 rôles différents, le rôle du maître et le rôle de l'élève, et c'est parti pour 1h30 de baston quasi non-stop rempli. On parlait tout à l'heure de blagues un peu ras la moule. Là c'est même pas ras la moule, c'est carrément dans la culotte. C'est donc d'humour bien subtil, bien débile, et avec des bastons non-stop dans un crescendo de bagarre avec des épées, avec des poings, avec des géniaux, avec des lances. Vieux Sammo, quand il veut convaincre son jeune disciple, le petit mec de le rejoindre comme disciple, il crame sa baraque. Quel enfoiré. Peut-être, mais ça marche. Quel enfoiré, quoi. Alors Thibaut, on parlait tout à l'heure de film Playmobil. Exactement, film Playmobil bis. Alors moi je suis un petit peu moins client de l'humour, des parties humoristiques. On a souvent parlé de l'humour hongkongais qui effectivement vise un peu en dessous. Il y a quelques bons gars quand même. L'espèce de précieux qui se déplace avec que des rythmiques de jazz. Oui, c'est débilo, c'est tellement débile ça. Je trouve que l'humour c'est souvent réalisé par l'acteur qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a juste un blaze particulier, un mode un peu pseudo. Mais bon, bref, passons. Mais moi, au début du film, en fait, la séquence d'introduction, elle est incroyable du film, et je m'attendais à un film sérieux, limite pédagogique sur le kung-fu. Ça ressemble beaucoup aux 18 armes légendaires du kung-fu de Liu Chia-liang, justement, quoi. Mais je m'attendais à un truc sérieux, quoi, sur comment on fait pour bien se battre avec telles armes et compagnie. En fait, finalement, ça part en mode total gonzo, YOLO, on s'en fout complètement. Je parlais de scénario épuré tout à l'heure, là, c'est le scénario, il est même pas épuré, c'est que, en fait, on s'en fiche. C'est à l'os. Mais c'est même pas à l'os, c'est qu'en fait on en a strictement rien à foutre. C'est sharp. Et par contre, en termes de baston, les combats sont vraiment mortels. Les Corées sont dingues. C'est un plaisir absolu. Alors du coup, le film pourrait paraître moins intéressant si on compare par exemple
au Lotus Rouge pourrait paraître moins intéressant parce que aux richesses thématiques des deux films, on va dire. C'est clair que c'est moins profond. Faut pas se leurrer. Mais alors. Franchement, mais quel pied. Et mais c'est pas si éloigné que ça de Painted Faces parce que Sammo Hung par exemple joue vraiment et ça aussi je pense que c'est un truc qui est difficile à comprendre avec la comédie hongkongaise, c'est le rapport justement qu'il y a avec l'opéra. C'est-à-dire que quand tu regardes faut regarder les mains par exemple de Sammo Hung dans ce film là et en fait tout est hyper appuyé en fait, tout est hyper appuyé et ça ressemble à la fois, moi je trouve, il y a des moments où en fait ça ressemble au théâtre à la Molière, tu sais, quand il y a des coups d'œil vers le public, quand il y a des adresses au public, des invectives, voilà. Mais avec des moments qui sont avec des gestuels qui sont des gestuels hyper, moi j'ai vraiment le sentiment hyper ritualisé de gestes comiques, et il y a quand même une scène qui référence vraiment l'opéra, c'est quand ils rencontrent deux espèces de combattants et où il n'y a plus de bruitage et t'as plus que de la musique d'opéra chinois en fait, la espèce de baston dans l'auberge là, dans la deuxième partie une des bastons dans l'auberge avec quand le mec est dans le plâtre sur la chaise et tout ça, et voilà, et là je pense que là pareil, et là c'est là que tu retrouves vraiment la formation originelle de Sammo Hung, tu vois comment est-ce qu'il la ressort même, aussi. La mini bagarre au bord de l'eau sur la berge quand Lo Kar-wing va recruter Sammo Hung pour être genre son boy et qui se battent avec un bout de lance qui va essayer de planter sur un pic, où ça va être que des petits gestes comme ça relativement précis, tout en mêlant quand même vraiment un comique hyper burlesque et qui fonctionne hyper bien. Ah oui, non mais c'est presque du cinéma muet à certains moments. Enfin, c'est-à-dire que ça même et c'est ça aussi, je pense, c'est même la naïveté en fait. C'est marrant, hein, c'est vraiment la naïveté du cinéma des premiers temps. C'est-à-dire, tu regardes des films réalisés par Feuillade dans les années 1900, des trucs avec le gag des œufs où on tape sur la tête, il y a des œufs qui sortent par la bouche, tu vois, le gag du mec qui suit un autre mec et qui fait semblant de s'arrêter pour pisser 5 fois de suite, et l'autre, et du coup au bistrot l'autre demande qu'on apporte un pot de chambre. Enfin voilà, c'est vraiment de l'humour cantonais. Alors si vous êtes allergique à l'humour cantonais, ouais, c'est clair, vous risquez un petit peu de lâcher l'affaire sur le film. Mais si vous êtes prêt à passer par-dessus et à considérer justement cette espèce de candeur en fait, et moi ce que j'aime bien en fait, c'est-à-dire que c'est comme regarder un Godzilla en fait, c'est totalement candide quoi, c'est pas du tout du second degré, il y a pas de cynisme du tout en fait. Dans un film comme celui-là, ça y va à bloc dans tout le temps. Voilà. Après, ce qui est rigolo, c'est que des fois, ils essayent de raccrocher la structure narrative à certains enjeux. Alors, à 15 minutes de la fin, il y a un méchant qui est super méchant, qui apparaît. Ah oui, mais attends, machin. Du coup, mais ça fait du coup des bastons incroyables, encore, parce que le méchant, il est très très méchant, il est hyper charismatique. Le bandit riant. Voilà. Qui rit pas d'ailleurs hein, dans le film. Il a juste des. C'est comme Buster Keaton. Il a des cicatrices. Il rit jamais. Mais du coup, ça fait des super méga bastons avec une espèce en plus de passation il y a une espèce de passation de pouvoir là qui se. Parce que les deux maîtres, ils meurent bien comme de la merde aussi. Hein, ouais, ils meurent bien salement. Ils meurent bien comme de la. Entre maître et élève, et du coup, il y a la passation. Donc, du coup, voilà, il y a peut-être un petit enjeu dramatique à ce niveau-là, mais bon, c'est. Relatif, voilà. C'est on se raccroche, pour montrer la transmission. Mais l'intérêt du film, clairement, il est dans la baston. Oui, puis alors c'est intéressant parce que la morale finale, c'est on pourrait se dire bon, ils ont été divisés pendant tout le film, donc c'est en s'unissant qu'on va. Non. En fait, les personnages sont vraiment des blaireaux, quoi. En fait, et ils comprennent rien, et ils vont répéter le même truc que leur maître, à se retrouver tous les 10 ans pour se foutre sur la gueule en sachant qu'ils sont à égalité tous les deux, quoi. C'est super. Et puisque le maître se battait, on va faire pareil. Ah non, mais moi j'ai trouvé que le film était complètement ahurissant quoi, avec de la grimace en veux-tu en voilà, avec des bon, ça. Voilà, avec des gags complètement aberrants, mais voilà, mais avec avec une candeur moi qui fait que je pardonne beaucoup, je pardonne énormément. C'est vrai qu'il y a des moments c'est à la limite du Adomation quoi, tu vois, enfin tu vois, on est à la limite quoi. Enfin même pas à la limite, on est carrément limite de la vulgarité. On est parfois en mode Philippe Clair quoi. Voilà, on est parfois en mode Philippe Clair. Sauf que dans un Philippe Clair, il n'y a pas de kung-fu. Non. Voilà, c'est ça qui fait que c'est navrant en fait, Philippe Clair, c'est que c'est juste des assemblages de blagues nulles. Alors que là, ouais, les blagues sont nulles, sont globalement assez nazes. Mais par contre, le kung-fu est bien. Le kung-fu est tellement bien. Le kung-fu est tellement bien. C'est quasiment 1h30 de baston ininterrompu. Ah, mais c'est vraiment du kung-fu porn. Du kung-fu porn. Mais un peu comme pas Bastard Swordsman, mais les Flames of the Martian World. World. Voilà, un peu. Ouais. Le truc où c'est presque épuisant. En fait, tu sors, t'as fait 1h30, t'es crevé
crever parce que les mecs Moins ont de pas arrêté, bagarre. les mecs ont pas arrêté de se battre et tout. Enfin, c'est ouais, non, c'est. On peut pas discuter à un moment donné, enfin. Bah voilà, exactement. Mais c'est très, voilà, moi j'ai trouvé ça assez réjouissant. Ah oui. Voilà, l'excellentissimement fun Hot Couple de Locar Wing, ressorti comme Painting Faces et Burning Paradise dans de très belles éditions gavées de bonus et des superbes copies aussi, donc chez Spectrum Film. Et un super travail graphique sur les pochettes. Toujours des super pochettes, jaquettes, comme on dit, jaquettes, dans le jargon du DVD, exactement. On va s'arrêter là. Donc, une fois de plus, à l'époque où Hong Kong était le plus beau cinéma du monde. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande justice. merde des Extrêmement merdes. Les coups de cœur. Alors, carrément, Fleuret, tout à l'heure, j'ai un peu spoilé ton coup de blues, coup de cœur. Mais... Oui, bon, une petite pensée pour Kurt. Voilà, donc 18 ans aujourd'hui qui nous a quittés. Voilà. Docteur. Dans un autre genre. Dans un autre genre, voilà. Moi, ce sera enfin le podcast cinéphile Best of the Worst, voilà, qui se trouve sur la chaîne YouTube Red Letter Media. Ah, toujours bon Red Letter Media. Voilà, donc des gars de Milwaukee qui boivent des bières en regardant des films de merde et qui commentent après, qui débriefent après les merdes qu'ils ont vues. Et c'est assez drôle, voilà, c'est même très drôle. Red Letter Media de manière générale, entre Half in the Bag et compagnie, c'est quand même. Alors pour l'instant, moi je suis en train d'explorer, donc là pour l'instant j'ai commencé par Best of the Worst, mais j'attaquerai Half in the Bag par la suite. Tu vas bien rire. Alors moi c'est deux choses. Le premier film, c'est un film d'Allemagne de l'Est, et oui, c'est pas souvent, qui était passé récemment sur Arte de Konrad Wolf et Wolfgang Kohlhaas, Solo Sunny, sur une chanteuse de cabaret qui essaye de s'émanciper de ce monde de merde. Donc là il y a une petite vibe proto-Fassbinder qui est pas désagréable, avec une version du coup de Berlin-Est qu'on a peu l'occasion de voir au cinéma. Et donc c'est un très beau film. Et sinon c'est un documentaire de Giuseppe Sansana, The Cuban Hamlet, la storia di Thomas Milian, donc documentaire de 2014, où Thomas Milian, 48 ans après avoir quitté la Havane, donc revient sur la ville de son enfance et de son adolescence, se balade dans la ville et en profite pour retracer un petit peu toute sa carrière. Et c'est un très très beau portrait, donc qui date de 2014, 3 ans avant la mort d'un des plus grands comédiens du monde, tout simplement. Et un des meilleurs surjoueurs, un de mes surjoueurs, sans doute un de mes cabotins, préférés, sans doute, Thomas Milian. Merveilleux, un acteur au préférés. charisme incroyable. Ouais. Voilà, il faut vous découvrir et redécouvrir la carrière de Thomas Milian, qui est quand même assez chamarré. On passe de Visconti à Corbucci jusqu'à Tony Scott et puis Spielberg, donc c'est quand même pas mal. Et Oz. Et Oz, exactement. C'est ça, non, Oz, avec Soderbergh, voilà. Il a tourné avec tout le monde, avec Pasolini, Soulet, name it. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Valentin pour la mise en son de cette émission. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine donc pour parler notamment de Richard Linklater et de son dernier film et d'une ressortie en DVD Blu-ray chez Rimini, Les Pirates du Métro de Joseph Sargent. Prochaine émission, prochaine édition. Ah ciao, bonsoir. Salut. Au revoir.